Bienvenue dans ce podcast dédié à l'écologie humaine, où sont mises en lumière les initiatives et réflexions qui retissent des liens, que ce soit entre humains ou entre ces derniers et le reste du vivant. Explorons alors ensemble les chemins défrichés par ces porteurs de projets qui souhaitent faire rayonner une belle solidarité et un vrai respect de leur environnement. Allez, c'est parti, il est temps de construire ensemble un monde mieux relié, plus humain, mais surtout davantage bienveillant. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on vous emmène presque au théâtre. Marie-Cécile Dumanoir, artiste et metteur en scène qui a fondé la Compagnie du Rêve avec son mari en 2022, nous raconte tout ce que le spectacle vivant apporte à une communauté humaine. Et vous allez voir, il en faut de la confiance pour se lancer dans une telle aventure. Alors, qui êtes-vous, Marie-Cécile Dumanoir ? Je suis une artiste. J'ai mis beaucoup de temps à le découvrir. Et quand j'ai découvert que j'étais artiste, j'ai compris beaucoup de choses de moi-même et pourquoi j'avais un peu du mal à vivre pleinement. Depuis que je sais ça, je me suis beaucoup épanouie dans mon travail et dans ma famille. Je suis mariée depuis 40 ans. J'ai 5 filles, 8 petits-fils et 2 petites filles. Parlez-nous de la Compagnie du Rêve. Comment vous êtes-vous lancée dans cette fabuleuse aventure ? Nous avons créé la Compagnie du Rêve il y a 22 ans maintenant avec mon mari. À un moment donné où nous étions au chômage tous les deux, nous nous sommes dit, allez, c'est le moment. On a un an devant nous, on va essayer de mettre à exécution le rêve qu'on a tous les deux, c'est-à-dire de monter notre compagnie. Nous avions 5 enfants déjà à nourrir, et c'est avec un orgue de barbarie qu'on a commencé cette aventure. Au départ, nous avions monté un spectacle avec nos enfants, et on chantait partout, dans les maisons de retraite, on chantait dans les hôpitaux, on chantait pour les fêtes de village, et on le faisait bénévolement, et tout le monde nous disait... comment est-ce qu'on peut vous aider? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? Et au moment où on a créé la compagnie, eh bien, on est allé voir ces gens-là et on leur a dit, bah, maintenant, il faudrait que vous nous achetiez notre premier spectacle, puisque vous voulez nous aider. Et en fait, tout le monde a dit banco. Et en fait, le premier spectacle de Yves sur l'histoire de l'orgue de Barbarie, il a été acheté, je ne sais plus, 30 ou 40 fois dans l'année. Et ça nous a permis de démarrer. Et puis, parallèlement à ça, moi, je suis toujours comédienne, mais surtout metteur en scène. Et j'avais déjà la passion de monter des grands spectacles avec des gens amateurs et aidés par des professionnels pour créer des grandes aventures collectives qui sont des aventures aussi humaines, historiques, artistiques. Et puis, la compagnie a démarré en fait très, très vite. Et ça fait 22 ans qu'on en vit. On a bien mangé de la vache enragée au début. Mais on s'est battu et puis Yves a passé beaucoup de temps à faire la promotion de la compagnie, beaucoup de temps au téléphone, il faut jamais lâcher, hein. Je dis toujours qu'il faut rêver longtemps pour que nos rêves puissent exister, pour qu'ils puissent continuer, parce que c'est ça aussi, on peut démarrer des aventures, mais il faut pas lâcher. Et si vous deviez définir ce qu'est le spectacle vivant, que diriez-vous, Marie-Cécile Dumanoir ? Le spectacle vivant, c'est un spectacle qui fait vivre les personnes sur scène. C'est un spectacle qui n'est pas enregistré et qui va changer tous les soirs. Parce que même si on a un texte, les gens l'interprètent à leur manière, et un soir, ils vont l'interpréter d'une façon, et un autre soir, ils vont l'interpréter d'une autre façon. Alors bien sûr, la mise en scène est précise. On sait que sur tel mot, on doit avancer, sur tel mot, on doit reculer, on doit s'adresser à son voisin. Mais il n'empêche que chaque soir, c'est différent parce qu'on se renouvelle. On n'a pas le même public. On n'est pas dans les mêmes dispositions. Et donc, tout est nouveau. C'est pour ça que c'est vivant. Quand je joue sur scène, alors je joue tout seul, mais je joue avec quelqu'un d'autre. Et puis, je donne le meilleur de moi-même à un public. Chaque soir, ce meilleur, il va être différent. Quelquefois, il sera moins bon parce que je suis fatiguée ou j'ai eu une grosse peine dans la journée, donc ça sera plus difficile. Parfois, en fait, on se dit que c'est moins bon, mais en fait, c'est encore meilleur parce qu'on est encore plus fragile. Et du coup, ce qu'on donne, c'est encore plus épuré, ça viendra du fond, du fond, du fond, parce qu'il faudra qu'on aille le chercher loin, et ça sera au contraire encore plus émouvant. Et puis, parfois, il y a la cohésion qui se fait dans le groupe des acteurs. Et là, c'est extraordinaire. Et puis parfois, on rame, en fait. Je crois que le public, lui, il se rend pas toujours compte. Qu'apporte le spectacle vivant à une communauté humaine qui ose se lancer dans l'aventure ? Une communauté humaine qui se lance dans un spectacle vivant, elle va se lancer dans une aventure qui la dépasse complètement. Parce qu'on prend un risque ensemble. Au départ, on se connaît pas bien.
Les gens me disent d'ailleurs, au bout d'un an, 1 an et demi de travail ensemble, oh là là, oui, tu nous disais ici, il y aura un bateau, ici, il y aura des marches, ici, on se disait oui, oui, on faisait ce que tu nous disais. Puis un jour, on a vu arriver effectivement le bateau, les marches, les projecteurs, le son. Et on s'est dit, ah bah oui, c'est bien là. Mais au début, on se fait complètement confiance les uns aux autres, sans trop savoir où on va. Et ça, c'est très fort. C'est aussi un moment où chacun va découvrir ses talents. C'est le rôle du metteur en scène, hein, de découvrir, de trouver, de s'appuyer sur les talents de chacun. Quand on arrive à bien être à l'écoute de ça, on crée des merveilles. Le talent de l'autre, du coup, il s'exprime 10 fois plus parce qu'il a la confiance des autres. Donc, tout est plus beau que ce qu'on avait prévu. Celui qui s'inscrit pour être acteur, qui est tout timide, qui n'ose pas, au bout d'un moment, s'il a la confiance, il se dépasse et tout à coup, son personnage devient hyper présent. C'est un lieu, en fait, où on demande d'abord aux gens une qualité de présence. Une qualité de présence à l'autre et puis aux spectateurs qui sont là. Et ça, c'est quelque chose dont on manque beaucoup aujourd'hui. Donc, au début, c'est un risque. Puis en fait, on se rend compte que c'est hyper agréable, hyper confortable. Et puis, qu'on grandit. On grandit en dignité, on grandit en expérience, on grandit en compétences. Et en fait, on apprend à s'apporter les uns et les autres au lieu d'être dans une concurrence qui est délétère. En fait, on est gagnant-gagnant, c'est extraordinaire. C'est pas sans mal, hein, c'est un travail, c'est parfois laborieux, parfois on se dit, bon, on va jamais y arriver. Surtout qu'au début, on est très pauvre parce qu'on n'a ni le son, ni la lumière, ni les accessoires, on n'a pas les décors au départ, on part de rien en fait, hein. Donc, c'est vraiment le pari de la confiance. On creuse aussi la dimension historique dans ces spectacles. Ce sont des spectacles vivants historiques. Moi, je me suis spécialisée vraiment pour raconter l'histoire d'un lieu, l'histoire d'une personne, l'histoire d'une communauté humaine. Quand on creuse nos racines, on retrouve notre dignité de personne appartenant à un terroir. On retrouve une joie d'appartenir à une communauté humaine qui a beaucoup de choses à dire, à raconter, à donner, qui a vécu de belles choses, qui a vécu aussi parfois des choses terribles. Mais ça permet une résilience de pouvoir raconter les choses et les donner. Nos fragilités et nos talents servent à construire une aventure commune qu'on va pouvoir donner immédiatement. Une aventure qui n'est pas que pour nous, en fait, qui va réjouir aussi les autres. Et ça fait partie de la dignité, ça fait partie de la joie. C'est sûr que ça laisse des amitiés aussi, hein. Donc, dans un village, c'est sûr, ou dans n'importe quelle communauté humaine, c'est des liens qui vont rester et qui vont s'approfondir. Donc, ça, c'est génial. Vous vous lancez dans des spectacles qui mettent en action beaucoup d'amateurs, mais alors quelle est la place des professionnels dans ce cadre? Pour ces spectacles vivants, il faut créer un écrin qui soit parfaitement ajusté au niveau technique. Sinon, soit on n'entend rien, du coup on est déçu, soit on voit pas bien, soit les costumes sont moches et du coup il y a un hiatus, soit les décors sont pas finis, on n'y croit pas, etc., hein. Donc tout ce qui est technique autour des personnes qui vont jouer doit être techniquement parfait, entre guillemets. On n'atteint jamais la perfection, bien sûr, justement c'est le propre du spectacle vivant. Mais en tout cas, au niveau technique, tout doit être au niveau professionnel, parce que tout doit être beau, en fait. Je ne prends pas n'importe quel professionnel pour faire la lumière, par exemple. Ça ne sera pas des gens qui font du concert, parce que la lumière de spectacle, c'est pas la même lumière qu'une lumière de concert. Sinon, on n'est pas ajusté. Cet ajustement, il est très important par rapport à la beauté de l'œuvre commune, de l'œuvre finale. Au niveau du son, c'est pareil. Je ne prendrai pas quelqu'un qui fait de la radio parce que la radio, c'est une chose, le spectacle vivant, c'en est une autre. Et en plus, avec la voix des personnes amateurs qu'on enregistre souvent et qui est redonnée sur scène, avec une musique derrière, il faut que la musique soit vraiment bien ajustée à la voix des personnes. Donc, il faut que le professionnel soit très à l'écoute, en fait, et qu'il soit très bon, très fin, et puis artistiquement, qu'il ait vraiment le sens du beau au niveau du son. Au niveau des costumes, c'est la même chose. La personne qui est à la sécurité, la régisseuse générale, le régisseur général, c'est hyper important pour moi aussi. C'est quelqu'un qui va prendre soin de toute l'équipe au niveau sécurité, au niveau du bien-être des personnes, de notre bien-être à nous, de l'équipe. Et c'est pareil, c'est quelqu'un qui va vérifier que tout fonctionne. Parce que ben, ça arrive hein, dans le spectacle vivant qu'on ait des pannes techniques. C'est toujours une erreur humaine, hein, la plupart du temps. Il peut y avoir des orages, on annule à cause des orages, ça arrive. Mais
La panne technique, en général, c'est nous qui avons fait une erreur. Donc, il faut que tout ça soit hyper bien balisé au niveau aussi de l'accueil, de la billetterie. C'est la manière d'accueillir les gens aussi qui est très important. Il y a beaucoup de choses. Et en fait, toute cette équipe professionnelle, c'est très important pour moi qu'elle s'entende bien aussi, parce que c'est très lourd ce genre de projet. Ce sont des petites entreprises éphémères, mais c'est quand même des petites entreprises. On est jusqu'à 150, à 250 à travailler ensemble sur un produit fini qui doit être démarré pile à l'heure, durer le temps imparti. Il y a beaucoup de contingences et techniques et humaines qui interviennent ensemble. Donc, on doit parer à toute éventualité. Pour ça, il faut que l'équipe s'entende bien. Sinon, c'est vrai que on perd un temps fou. Et puis, évidemment, on va faire des erreurs qu'on n'aurait pas voulu. Donc, ça, c'est la première difficulté que j'ai au départ, c'est de monter une bonne équipe technique. Vous semblez être convaincu par les vertus du théâtre. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Tout le monde devrait faire du théâtre à l'école, hein. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup d'ateliers enfants et ceux qui ont passé 10, 12 ans dans mes ateliers, mais c'est des enfants qui sont transformés au niveau de ce qu'ils sont. Il y a une solidité, il y a une qualité de présence qui a grandi et qui est fondamentale en fait. Une qualité d'écoute aussi, parce qu'on passe beaucoup de temps à écouter les autres. Et si on écoute sans écouter, ça sert à rien. Donc les gens découvrent aussi ce que c'est que d'écouter et de grandir en écoutant l'autre. Ça, c'est extraordinaire en fait. On s'attendrit de la beauté de l'autre en fait. On s'émerveille de la beauté de l'autre. Ça, on en a besoin. Est-ce que le théâtre pourrait être un bon vecteur d'insertion? Le propre du théâtre, c'est de faire vivre la personne et de permettre à une personne d'exister devant les autres. Ça, c'est un facteur d'insertion qui est énorme. Parce que la plupart des personnes qui sont en situation d'insertion sont des gens qui se sentent indignes, qui se sentent être des imposteurs, qui se sentent être des moins que rien. Et quand on prend le risque de leur faire faire du théâtre, au départ, c'est très difficile. Souvent, je disais aux jeunes que j'avais en insertion, allez, enlève ton premier blouson. Blouson, oui, allez, ta première peau là. Allez, vas-y, dis-nous telle phrase simplement, comme tu es. Bon, mais c'est pas intéressant. Mais si, parce que c'est toi qui nous le dis, donc c'est intéressant. Et petit à petit, en travaillant les uns avec les autres, en fait, ils osaient être simples, ils osaient être eux-mêmes, sans prendre un rôle, sans chercher à se montrer ou à faire le cacou. Ça, c'est la première chose, en fait. Déjà, en fait, commencer à habiter avec soi-même. Je leur disais, mais habite dans tes chaussures, là. C'est toi, plante-toi sur le sol. Ça, c'est une première expérience qui, pour eux, est incroyable. Ce qui est incroyable aussi pour une personne en insertion, c'est que mon regard est un regard bienveillant. Et ça, une personne qui croit en vous, ça change votre vie. Rien que ça permet déjà à quelqu'un d'exister sur scène et de prendre un tout petit peu confiance. C'est des toutes petites pierres, hein, c'est jamais miraculeux, hein. Chacun a son rythme aussi, hein. Voilà, ça aussi c'est important dans l'insertion, dans le théâtre aussi. Le respect de la personne. Je suis pas prêt, je ne fais pas. On ne peut pas faire violence à quelqu'un pour être. On va pas dire à quelqu'un, je te somme d'être. Mais non, c'est pas possible en fait. C'est moi qui ai à me remettre en cause si je n'y arrive pas. C'est comment trouver les bons moyens pédagogiques. Si la personne n'est pas assez en confiance, soit c'est pas le moment, soit je n'ai pas fait ce qu'il fallait, soit parce qu'en fait c'est ça l'insertion, c'est que les personnes trouvent leur place et leur rôle dans la société en fait, hein. Et dans le monde et avec eux-mêmes aussi, hein. Pendant toutes ces années à monter des spectacles vivants, vous avez dû vivre des moments très très forts. Y a-t-il une histoire, un moment qui vous a particulièrement marqué et pourquoi? Il y a 40 ans à peu près, un de mes premiers spectacles, c'était un spectacle sur l'histoire ouvrière et j'avais 200 participants et dont beaucoup d'enfants. Et puis, il y a un jeune garçon qui avait 8 ans, qui a démarré dans ce spectacle, qui a joué pour la première fois un petit rôle. Et puis, la deuxième année, un rôle un peu plus important. Et puis, peu à peu, il a grandi dans le spectacle. Il m'a confié des années après que ça l'avait énormément aidé pour passer ses examens, pour devenir ingénieur. Et puis un jour, il m'a appelé et je devais passer vers chez lui en train. Et il m'a dit, j'aimerais bien que tu viennes me voir. Donc je me suis arrêtée à la gare. Nous avons couru l'un vers l'autre comme dans une des scènes du spectacle, donc c'était très amusant.
Et puis il m'a dit, je t'emmène quelque part. Et en fait, il m'a emmené sur le lieu de ce spectacle qui avait eu lieu 25 ans avant. Il m'a montré un bâtiment flambant neuf et il m'a dit, ben voilà, tu vois ici, les usines ont été détruites. Mais voilà, ça, c'est mon entreprise. J'ai monté ma boîte et ça marche bien. Je me suis mariée, j'ai des enfants. Et en fait, tout ça, c'est grâce au spectacle. Et ma boîte, elle est sur le lieu du spectacle. Et ça, je l'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu toute cette aventure humaine. Donc, je te remercie. Il y en a pas mal, on fait des histoires comme ça, effectivement. Ouais. Alors que se passe-t-il quand une ville, une commune vous contacte pour monter un spectacle vivant? Quelles sont les diverses étapes qui suivent cette commande initiale? Quand une commune me commande un spectacle, ça veut dire qu'en fait, les gens se sont réunis ensemble et qu'ils ont en général un anniversaire à fêter par rapport à leur commune, par rapport à leur lieu, par rapport à un héros de leur commune. Et donc, ils se disent qu'est-ce qu'on met en œuvre. Et comme aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même à la mode ce genre de spectacle, ils se disent, bah tiens, si on montait un grand spectacle vivant voilà, pour raconter l'histoire de notre commune ou raconter l'histoire de cette personne. Ils m'appellent parce que ils ont été voir un de mes spectacles ou parce qu'ils ont entendu parler d'un de mes spectacles. Ça se fait jamais comme ça par Internet, hein. Je veux dire, il faut que les gens aient adhéré, qu'ils aient aimé pour me demander de venir. En général, c'est 2 ans avant, au moins, et parfois 3 même. Je commence par rencontrer l'équipe qui est en charge de ça, l'équipe municipale, une association, enfin, voilà. Et mon premier rôle, c'est de leur demander ce qu'ils veulent faire, quels moyens ils ont, quel lieu ils ont, quel budget ils ont. Ça peut être un petit spectacle avec 30 personnes, 50 personnes, un petit budget, une petite salle. Ça peut être un très gros spectacle avec 250 personnes, un lieu très grand, en extérieur. Une fois que les gens ont choisi ce qu'ils veulent faire, mon deuxième travail, ça va être d'aller rencontrer les gens qui connaissent le lieu, qui connaissent les personnes dont on va parler. Parce que moi, je ne connais rien. Donc, c'est moi qui vais me mettre à l'écoute, d'abord. Et puis, je vais rencontrer les gens qui veulent jouer, les gens qui veulent faire quelque chose. Pareil, je vais les écouter, je vais voilà, travailler avec eux. La troisième étape, on va lancer les ateliers. Et ceux qui sont en charge du budget vont commencer à aller chercher les sous. Tout est intimement lié, hein. Il n'y a pas de honte, en fait, à ce que les choses coûtent et puis qu'on prenne les moyens qu'il faut pour mettre en œuvre ce qu'on veut. Puis si on n'a pas les moyens, on fera autrement. On fera pas moins bien, mais on fera différemment pour que ça soit ajusté. Ça, c'est, pour moi, c'est hyper important, en fait. Il faut rêver, mais pour mettre en œuvre nos rêves, il faut se coltiner la réalité. Et dans toute œuvre d'art, il faut scoltiner la réalité. Donc la réalité, ce sont les personnes, ce sont les moyens, ce sont les lieux. La qualité de ce qu'on va faire, elle dépend beaucoup de l'accueil de la réalité des choses et puis de comment on les met en œuvre pour que ça fonctionne. Et puis après, on prend des dates, on travaille ensemble souvent pendant 1 an, on joue le spectacle, on essaye de faire en sorte que ce soit une réussite, qu'il y ait du monde, voilà. On vit effectivement une grande montée dans l'aventure, hein. C'est sûr, on commence simplement et puis petit à petit, il y a un engouement. C'est vrai que ça prend énormément de temps aussi à la fin. On vit des moments extrêmement forts. Et donc, c'est vrai que à la fin, souvent, on fait la fête ensemble et puis ça s'arrête. Donc, c'est vrai que souvent, pour les gens qui ont participé, il y a un petit moment de vide. Comme à chaque fois qu'on fait une fête ou un événement auquel on tient et puis que cet événement est terminé, il y a toujours un moment de vide. Et les gens me le disent tout le temps. Mais pour moi, ça fait partie de l'aventure, c'est hyper important. Parce que c'est la vie, en fait. La vie, elle est faite de moments où on a du mal à se mettre en route, on se met en route, et puis on y est, et puis on y va, et puis c'est merveilleux, comme quand on monte un sommet, hein. Moi, j'ai fait beaucoup de montagnes, et c'est ça. Et puis, quand le sommet est passé, quand l'aventure est terminée, il faut aussi savoir se poser et ne rien faire. Entre guillemets, reprendre les choses quotidiennes, les plus quotidiennes qui soient. Mais si on a bien vécu l'expérience et si elle s'est vraiment enracinée au bon endroit, elle va nous avoir fait grandir en sorte que la vie quotidienne, elle ne sera plus jamais pareille. C'est-à-dire qu'on aura envie que, je sais pas, que les moments soient plus intenses et soient plus beaux dans le quotidien, que la qualité de relation soit meilleure. Et ça, les gens des communes qui m'embauchent me le disent tout le temps après aussi, me disent, la vie de la commune n'est plus la même. Les gens se rencontrent, ils s'invitent, ils se parlent à la boulangerie.
La qualité de la vie n'est plus la même. L'écoute n'est plus la même aussi. Le regard sur la beauté des choses n'est plus le même. L'émerveillement a grandi. Le fait aussi de prendre des risques ensemble, d'oser prendre des risques. Donc, du coup, de grandir dans la confiance, en fait. Puis de savoir que quand on n'y arrive pas, ben, en fait, il suffit peut-être de demander à celui qui est à côté, qui lui a peut-être ce talent-là. Donc, d'apprendre à s'appuyer les uns sur les autres. Ben voilà, il y a toutes ces dimensions humaines ont grandi, en fait. Alors, si on a envie de devenir une superstar, est-ce que participer à vos spectacles vivants peut être un bon tremplin? Quelquefois, dans ce genre de spectacle, effectivement, il y a des gens qui ont envie de devenir des stars, qui se disent, ah, si je fais ça ici, comme il y aura beaucoup de spectateurs, on va me connaître, on va me reconnaître, et je pourrai enfin accéder, à la télévision, au cinéma. Et puis, parfois, on a des gens aussi qui nous disent, alors, ça vous fait quoi d'être des stars? Ça me met en panique, ce genre de réflexion, parce que c'est pas du tout le sujet. C'est pas le sujet de l'art, c'est pas le sujet du théâtre. C'est vrai que la société nous fait croire que on est bien plus heureux quand on est une star. En fait, quand on regarde un peu, on sait que c'est complètement faux, que ça doit être très très difficile, et puis que ça n'est pas un objet en soi en fait. Donc, j'essaye à chaque fois, dans ma manière de travailler dès le départ, en fait, de dégonfler ce genre de choses par le rire, par l'humour. Je parle beaucoup aussi du fait que quand on monte sur scène, il s'agit d'abord d'être soi-même. En fait, quand quelqu'un veut être une star, il commence par être lui-même. Il ne va regarder que le regard de l'autre. Il ne va attendre que le regard de l'autre. Donc du coup, il va plus pouvoir être lui-même. Donc c'est la manière dont je vais guider les gens aussi au départ qui va faire que ça va être simple. Il y a beaucoup de jeunes, après mes spectacles, qui veulent devenir comédiens. Et je leur dis, attention, tu as vécu une expérience magnifique, merveilleuse, mais on peut faire du théâtre amateur ou de la musique amateur toute sa vie en étant très bon, en faisant des choses merveilleuses. Le fait d'en vivre, c'est complètement autre chose. Il faut accepter beaucoup de choses qu'on n'imagine pas, en fait, de répéter 150 fois la même phrase avant d'être bon ou d'y arriver, de jouer 500 fois le même spectacle, que je sois bien ou que je sois mal, que j'ai mal au dos ou que j'ai perdu quelqu'un de ma famille dans la journée, je joue le soir et je dois rire. Je dis, il y a beaucoup de choses que les gens ne mesurent pas, en fait. Et comment gérez-vous le rapport à l'altérité dans l'organisation d'un projet si complexe? Sans l'altérité, on ne peut pas vivre. Nos différences, c'est ce qui nous permet de grandir, c'est ce qui nous permet d'être heureux. Donc, quand je travaille avec des gens qui ont un point de vue différent du mien, une manière de travailler différente, c'est pas facile parce que ça me remet en question, ça m'oblige à aller beaucoup plus lentement. Mais je pars vraiment de ce postulat de base que c'est ce qui va m'aider à avancer, c'est ce qui va faire que l'œuvre sera plus belle. Donc en fait, je m'arrête sur cette différence, je prends le temps de rentrer dans le cheminement de l'autre et je demande aux autres de faire pareil. Et je dis très souvent aux gens quand on travaille, attention, si lui dit quelque chose, si ça ne lui va pas, si ce que j'ai dit ne lui convient pas, c'est sans doute qu'il y a une bonne raison. Donc on va essayer ensemble de trouver, soit je vais rentrer dans ce qu'il me propose, parce qu'en fait, en discutant et en regardant, c'est mieux, soit l'inverse, soit on va trouver une voie médiane qui va être mieux. C'est vraiment ce que j'aime travailler. C'est que si l'œuvre est belle, c'est justement grâce à l'altérité de chacun. Et le corollaire à l'altérité, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire que moi, quand je délègue des choses, ça m'arrive souvent de dire à ma costumière, par exemple, ah, moi j'aurais fait comme ça, mais c'est toi qui es en charge. Donc, je te dis, voilà comment j'aurais fait, écoute-moi, prends ce que tu veux prendre, mais je te fais confiance, c'est toi qui fais. Et ça, c'est hyper important aussi. Il faut que je sache aussi me retirer quand je demande quelque chose à quelqu'un, parce que on est tous tellement différents que bien sûr, on n'aurait pas fait pareil. La plupart du temps, ça fonctionne. Je me dis, ah ouais, c'est beaucoup mieux. Parfois, je dis, bah non, tu vois, ça aurait été mieux dans ce sens-là. Et l'autre me dit, bah oui, c'est vrai, ça aurait pu être mieux dans ce sens-là. Tant pis. Tant pis parce que ce qui est le plus important, c'est ce qu'on vit dans notre communauté humaine. Alors, Marie-Cécile Dumanoir, avez-vous un dernier message pour conclure cette interview? Quand on a la chance de trouver ce pourquoi on est fait sur Terre
et pouvoir le vivre avec d'autres, on a, entre guillemets, un devoir de le mettre au service des autres et de l'humanité, voilà. Pour moi, c'est ça la vie pleinement humaine, en fait. Je crois que toute notre vie, on recherche à trouver la bonne place et qu'en fait, c'est le chemin d'une vie, qu'on trouve pas ça sous les sabots d'un cheval. Je crois que toute notre vie, elle est là pour trouver peu à peu et par moments, mieux que d'autres, ce pourquoi on est fait, comment on peut aider l'humanité à grandir, aider les autres à grandir. Et on n'a jamais fini. Un immense merci d'avoir partagé avec nous votre passion du spectacle vivant. L'art en général et le théâtre en particulier semblent être de beaux leviers de transformation personnelle quand ils sont réalisés dans des cadres où ce qui compte avant tout, c'est l'aventure humaine. Et sur ce, on vous dit merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Alors si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire découvrir à l'un de vos proches et on se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts inspirants. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu.